Tu l'auras sûrement compris, mais je vais quand même le confirmer avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Mais il existe seulement deux traitements qui ont été vraiment approuvés par la FDA pour le traitement de la calvitie masculine, de la chute de cheveux, qui sont le finastéride par voie orale à 1 mg par jour, même si on peut l'utiliser à des doses plus basses ou plus élevées selon le cas, et le minoxidil par voie locale. Ce qui est intéressant avec ces deux traitements, c'est qu'ils appartiennent à deux catégories de traitements différents. Le finastéride, d'une part, est ce qu'on appelle un anti-androgène, c'est-à-dire qu'il va réduire, enfin c'est un anti-androgène indirect, c'est-à-dire qu'il va réduire la production de 5-alpha-réductase, qui est l'enzyme qui est responsable de la conversion de testostérone en dihydrotestostérone. Et donc, étant donné que l'hormone dihydrotestostérone est l'hormone responsable de la chute de cheveux chez l'homme, si on prend du finastéride, on a moins de DHT qui est produit dans le cuir chevelu, et donc on ne devient pas chauve. Et à l'inverse, le minoxidil appartient à une autre catégorie de traitement qui est un stimulateur de pousse. Donc ça veut dire que le minoxidil et le finastéride ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le finastéride est un traitement hormonal, le minoxidil est juste un stimulateur non sélectif de pousse des cheveux. Donc si tu le mets sur ta barbe, tu vas avoir plus de barbe. Si tu le mets sur le dos de ta main, tu vas avoir plus de poils sur le dos de ta main. Et si tu en mets sur ton cuir chevelu, tu vas avoir plus de cheveux. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces deux traitements sont cumulables. Et lorsqu'ils sont cumulés, ces deux traitements offrent des résultats relativement impressionnants selon les cas. Et moi personnellement, j'ai eu de très bons résultats avec ces deux traitements. Ça fait maintenant presque 4 ans que je les utilise, même quoique, non. J'ai commencé ces traitements en mars, il y a 4 ans exactement. Donc là, ça fait 4 ans que j'utilise du finastéride et du minoxidil. Et mes cheveux n'ont pas bougé depuis, même si à un moment donné, j'avais fait une pause avec le minoxidil. J'avais arrêté pendant 3 mois il y a quelques temps, ce qui a complètement détruit ma hairline. Mais ensuite, bah, j'ai recommencé le minoxidil et j'ai récupéré une bonne partie des résultats. Et pareil pour le finastéride, il y a eu une période où j'ai arrêté le finastéride par voie orale, où j'ai continué le finastéride par voie locale, et maintenant j'ai repris par voie orale. Bien sûr, j'irai pas jusqu'à dire que le finastéride et le minoxidil m'ont complètement réversé ma calvitie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que durant ces 4 dernières années, ma calvitie n'a pas progressé, pas du tout, et même au contraire, j'ai récupéré une partie de mes cheveux, ce qui fait de moi un candidat éligible à des implants capillaires si jamais à un moment donné je voulais en faire. Mais pour l'instant, ma densité me convient plutôt bien. Euh, mais aussi formidable que ces deux traitements puissent être, il se peut que certaines personnes ne puissent pas les utiliser pour des raisons diverses et variées, par exemple pour des cas d'allergie à l'une de ces deux molécules, ou bien si l'une de ces deux molécules cause des effets secondaires. Et donc dans ce genre de cas, ben, on risque d'être un petit peu embêté puisque c'est les deux seuls traitements dont tout le monde parle. Mais il existe une troisième catégorie de traitements contre la calvitie, qui sont les anti-androgènes par voie topique, et plus précisément les anti-androgènes non stéroïdiens. Alors qu'est-ce qu'un anti-androgène non stéroïdien? C'est une molécule, ou bien c'est une catégorie de molécules qui inhibe l'action des androgènes au niveau des récepteurs androgéniques. Ça veut dire qu'ils viennent se fixer aux récepteurs pour pas que la testostérone et la DHT puissent se fixer à leur tour sur les récepteurs androgéniques et donc exercer leur activité. Parce que, par exemple, les gènes qui sont responsables de la calvitie masculine sont dictés par une activation androgénétique. C'est-à-dire que il y a une cellule, sur la cellule, il y a un récepteur, on va dire ça c'est le récepteur androgénique. Lorsque l'hormone va venir se fixer au récepteur, par exemple la DHT en particulier, eh ben, ce récepteur, lorsqu'il est activé par la DHT, il va venir envoyer un message à l'ADN de la cellule qui va produire les gènes responsables de la calvitie. Et si on bloque les récepteurs androgéniques, on bloque ce message, et donc les gènes responsables de la calvitie ne vont pas s'activer. Et c'est ça qui est intéressant avec ces traitements, c'est que si on applique des bloqueurs de récepteurs androgènes non stéroïdiens par voie locale, ça veut dire que l'effet, s'il reste localisé et que la molécule n'est pas absorbée dans le système, on va avoir une inhibition de l'activation génétique de la calvitie sur le cuir chevelu, sans impacter le profil hormonal systémique, donc dans le corps, et donc avec un risque d'effet secondaire beaucoup plus bas que le finastéride, même si les risques d'effets secondaires du finastéride sont déjà extrêmement bas. On parle de 2 à 4% de risque, donc c'est déjà très très bas. Mais si on arrive à avoir un impact localisé sur le cuir chevelu, sans impacter les hormones, il sera encore plus bas. Et je précise bien que là, je vais parler d'anti-androgènes non stéroïdiens parce qu'il y a une différence entre anti-androgènes stéroïdiens et non stéroïdiens. Plus précisément, les anti-androgènes non stéroïdiens n'impactent pas l'axe gonadotrope. Alors, qu'est-ce que l'axe gonadotrope? Eh bien, c'est un espèce d'équilibre comme ça entre production
et inhibition de production d'hormones androgènes. Plus précisément, lorsque les testicules produisent de la testostérone, cette testostérone va circuler dans le sang et s'accrocher aux récepteurs androgéniques des tissus qui possèdent des récepteurs de testostérone et de la 5-alpha réductase qui fait que la testo se transforme en DHT et donc s'accroche aussi aux récepteurs androgènes sur les tissus où elle est produite, c'est-à-dire le cuir chevelu, la peau et la prostate en grande partie. Et lorsque les récepteurs androgéniques sont activés par les hormones androgènes, il y a plusieurs glandes dans le cerveau qui vont chacune à leur tour recevoir un signal comme quoi il y a suffisamment d'activité androgénique dans le corps, et donc ces glandes, notamment l'hypothalamus et la glande pituitaire, vont envoyer un message aux testicules comme quoi il faut arrêter de produire de la testostérone parce qu'il y en a déjà bien assez dans le corps. Et un anti-androgène stéroïdien va avoir un effet sur l'axe gonadotrope qui sera similaire aux hormones androgéniques. Ça veut dire que lorsque un anti-androgène stéroïdien va se fixer au récepteur, eh ben, ce message va quand même être envoyé comme quoi ben, il y a assez d'activité androgénique, alors que l'anti-androgène en question n'a pas d'activité androgénique. Mais vu qu'il est stéroïdien, il va signaler comme s'il y en avait une. Tandis que les anti-androgènes non stéroïdiens vont juste être des messagers muets qui vont se fixer au récepteur et qui vont absolument rien faire. Donc, même si on va avoir une fixation d'anti-androgènes non stéroïdiens dans le cuir chevelu, il n'y aura pas d'impact sur l'axe gonadotrope. Et c'est ce qui différencie les molécules suivantes, donc qui sont en phase de recherche, ou qui étaient en phase de recherche, notamment le KX826, ou pyrolutamide, et le RU58841. Donc le RU58841, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une molécule qui était en recherche au début des années 2000, je crois, jusqu'à 2005, et dont les recherches ont été abandonnées assez mystérieusement, mais on sait aujourd'hui que c'est sûrement dû à des circonstances économiques et politiques qui étaient pas du tout favorables en fait pour l'utilisation de cette molécule. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur l'histoire du RU et pourquoi ça a été abandonné. Et je la ferai volontiers, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, donc si je vois que ça vous intéresse, bah, je vous fais volontiers une vidéo là-dessus. Mais donc ces deux molécules sont des antiandrogènes non stéroïdiens, à l'inverse du clascotérone ou CB0301, dont certains ont sûrement déjà entendu parler et qui celui-ci est stéroïdien. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas en parler dans cette vidéo, parce que, étant donné qu'il est stéroïdien, je pense qu'il est moins prometteur et moins intéressant, parce qu'il risque d'avoir un effet sur l'axe gonadotrope, à l'inverse de ces molécules. Donc techniquement, les anti-androgènes non stéroïdiens appliqués par voie locale sont une solution qui serait prometteuse pour le traitement de la chute de cheveux dans le cas où on supporterait mal les inhibiteurs de 5-alpha réductase tels que finastéride et dutastéride. Mais avec les molécules KX826 et RU58841, qui sont les deux anti-androgènes non stéroïdiens les plus populaires pour la chute de cheveux, il y a quand même deux problèmes majeurs. Le premier étant que ces deux molécules sont suffisamment petites pour pouvoir passer la barrière des vaisseaux sanguins lorsqu'ils sont appliqués sur le cuir chevelu. Ça veut dire qu'il y a quand même des risques que ces deux molécules puissent passer dans le système sanguin. Et le deuxième problème avec ces molécules, c'est que elles ont une durée de demi-vie suffisamment longue pour pouvoir impacter les récepteurs androgéniques dans le système si elles devaient être absorbées dans le corps. Donc ça veut dire que ces deux molécules pourraient quand même présenter des risques pour l'équilibre hormonal et pour en fait l'expression des gènes masculinisants dans le corps. Donc au même titre qu'on ne veut pas que nos gènes masculins s'expriment sur notre cuir chevelu parce que ça veut dire qu'on a une calvitie, ben, on veut quand même avoir nos gènes masculins sur tout le reste du corps qui s'expriment parce qu'on veut avoir de la barbe, on veut avoir une voix grave, on veut pas avoir des seins. Enfin, en tout cas, la plupart des hommes qui veulent rester hommes ne veulent pas avoir des seins. Je respecte ceux qui en veulent, voilà, force à vous, les gars, faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Mais en tout cas, personnellement, c'est pas ce que je veux. Je veux garder une masse musculaire remarquable et fonctionnelle, et bien sûr, ben, des organes reproducteurs qui fonctionnent correctement. Et petit point bonus, petit problème bonus plutôt, le RU58841, c'est une molécule qui est relativement instable et il se peut que cette molécule se transforme en certains métabolites lorsqu'elle entre dans le système, qui ont un effet toxique sur les poumons. Cependant, il existe une troisième molécule qui exerce exactement le même effet sur les récepteurs androgéniques, donc qui est également un anti-androgène non stéroïdien, et qui quant à elle est déjà disponible sur le marché en vente libre, et je parle du fluridil, où son nom de marque c'est Eucapil et son nom moléculaire c'est topilutamide.
Et le topilutamide, donc c'est également un antiandrogène non stéroïdien, sauf qu'il se distingue par deux propriétés biochimiques qui sont extrêmement intéressantes dans notre contexte. La première étant que la molécule topilutamide est lipophile, ça veut dire qu'elle fuit les environnements aqueux et elle est attirée par les environnements gras, c'est-à-dire comme par exemple le cuir chevelu, c'est un environnement lipidique parce que les membranes qui entourent les cellules sont composées de lipides et il y a du sébum dans le cuir chevelu, donc c'est un environnement qui est plus lipidique, donc lipophile, tandis que le sang est un environnement hydrophile. Donc ça veut dire que l'autopilutamide techniquement est repoussé par l'environnement du sang et donc il y a moins de risques qu'il soit absorbé dans le sang. Et en plus de ça, lorsque le topilutamide entre en contact avec un environnement à base d'eau, un environnement aqueux, eh ben, il se dégrade en quelques secondes. Donc ce sont deux propriétés qui sont extrêmement intéressantes parce que ça réduirait les risques d'effets secondaires systémiques à virtuellement 0% de risque, puisque si la molécule se dégrade en quelques secondes lorsqu'elle entre dans le système, il y a techniquement aucun risque qu'elle ait d'impact sur le corps. Et il y a effectivement une étude qui a été faite, j'en ai trouvé qu'une, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été faites, mais en tout cas, l'étude principale que j'ai trouvée démontre que après 6 mois d'utilisation de topilutamide, donc de fluoridyle sur le cuir chevelu, à 2 millilitres à 2% de concentration, donc ça fait 40 mg au total, le pourcentage de cheveux en phase anagène est passé de 76% à 85%, ou bien pour les Français, 76% à 85% après 6 mois, et après 9 mois jusqu'à 87%, ce qui est assez intéressant comme résultat. Et je vous mettrai le lien de l'étude en description, comme ça vous pourrez aller voir également les photos avant-après qui ont été postées, qui démontrent des résultats assez impressionnants selon moi. Et en plus de ça, les chercheurs ont fait une analyse sanguine des différents patients qui étaient sous traitement après 3 mois d'utilisation et ont remarqué que la molécule et ses métabolites dans le sang étaient indétectables. Ça veut dire que la molécule de topilutamide était inexistante dans le sang malgré le fait qu'ils avaient appliqué ce traitement tous les jours pendant 3 mois à 40 mg par jour sur le cuir chevelu. Et en plus de ça, ça avait des résultats. Donc ce qui indique un effet purement localisé sur le cuir chevelu sans aucun risque d'avoir des effets dans le système, ce qui est extrêmement intéressant. Il y a tout de même quelques limitations avec ce traitement, c'est que de 1, l'étude qui a été faite sur cette molécule a été faite sur un petit groupe de personnes, on parle de 43 individus, et en plus de ça, la moitié était un groupe placebo, donc ça réduit le nombre de personnes traitées à 23 participants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si les résultats sont prometteurs et les mécanismes de la molécule sont extrêmement intéressants. Et en plus de ça, il y a quelques problèmes de disponibilité avec ce traitement. C'est-à-dire que de un, il existe un seul fournisseur où on peut l'acheter. C'est le magasin lui-même, le Ecapil Shop, que tu peux trouver aussi en lien en description. Alors c'est pas du tout un lien d'affiliation, je te le donne au cas où si tu voulais utiliser ce traitement, comme ça tu l'as, c'est plus pratique pour toi. Mais je ne touche aucune commission là-dessus et je suis 100% transparent. Si je touchais une commission, je le dirais. Et puis une autre limitation au niveau de la disponibilité, c'est que c'est un traitement qui est relativement cher. Alors, bon, j'aime à dire que cher, ça veut tout et rien dire, mais comparé au finastéride et au minoxidil, le Ecapil est quand même un traitement un petit peu plus cher. On parle de 48 francs par mois, enfin 48 euros par mois, pour avoir donc 30 jours à 2 millilitres à 2% de solution de Ecapil. Tandis que le finastéride, personnellement, pour une année, j'en ai pour 70 balles. Et le minoxidil, j'en ai à peu près pour 15 balles par mois. Donc c'est un traitement, on va dire, un petit peu plus haut de gamme. Et après, pour ceux qui peuvent se le permettre, ça reste une alternative intéressante. Et pour faire un petit point sur la situation, je parle également de mon expérience. Alors personnellement, j'ai pas encore testé le topilutamide, mais j'ai testé le RU5 8841 sur mon cobaye, bien entendu, pas sur moi-même. Mon cobaye n'avait pas eu d'effet secondaire la première fois qu'il en avait utilisé, sauf que la deuxième fois, pas mal de temps après, il en a réutilisé et là il a eu quelques sensations de pression au niveau des poumons, donc il a directement cessé le traitement et au bout de quelques jours, il a plus ses effets secondaires. Et je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, ces effets secondaires étaient probablement dus au fait que la poudre que j'avais de RU5 8841 avait été achetée il y a à peu près 2 ans de ça, donc 2 ans avant que je l'utilise sur mon cobaye. Et donc probablement que la molécule, étant donné qu'elle est instable
et que je l'avais pas stocké dans les meilleures conditions possibles. J'aurais dû le stocker dans le congélateur, mais au lieu de ça, je l'ai stocké dans ma salle de bain avec l'humidité, etc. Donc c'était pas forcément idéal. Il y a probablement des risques que la molécule se soit altérée et qu'elle se soit transformée en certains métabolites qui pourraient avoir des effets toxiques sur les poumons. Donc mon cobaye a décidé de complètement stopper l'utilisation de RU58841. Et j'ai également testé pendant une certaine période le KX826 qui, alors je pense sincèrement que c'est un traitement qui est efficace, en tout cas selon les informations qu'on a sur les propriétés biochimiques de ces deux molécules, du RU et du KX, on sait qu'ils ont plus ou moins la même affinité avec les récepteurs androgènes, voire peut-être une meilleure affinité pour le KX826. Donc je pense sincèrement que c'est un traitement qui est efficace, sauf que le problème c'est que les formulations qui sont disponibles sur le marché, notamment à 0,5% et 1%, sont beaucoup trop faibles. C'est les mêmes pourcentages qui ont été utilisés dans les études. Je crois qu'ils ont aussi utilisé du 2%, mais je parlerai du KX si jamais dans une prochaine vidéo. Là pour l'instant c'est pas pertinent, mais en tout cas je sais que les pourcentages sont beaucoup trop faibles par rapport au pourcentage qui avait été utilisé dans les études du RU58841 qui était de l'ordre de 5%. Donc je pense sincèrement que le KX est tout aussi efficace, voire un petit peu plus efficace que le RU, mais les pourcentages disponibles sur le marché sont beaucoup trop bas pour être efficaces. Et si on voulait avoir une dose efficace, il faudrait dépenser 200-300 balles par mois en KX826, donc ça serait encore plus cher que le topilutamide. Donc autant utiliser le topilutamide à ce niveau-là. Alors, la grande question, est-ce que je vais tester moi-même le topilutamide? Évidemment que je vais le tester, les gars. Je l'ai commandé, je vais recevoir mon stock d'ici quelques jours, et bien sûr, je vous documenterai les résultats que j'aurai avec ce traitement si je devais avoir des résultats. Et de toute façon, je vous ferai un point après 3 mois pour vous dire, bah voilà, s'il y a zéro résultat, bah je vous dirai qu'il y a zéro résultat. Comme ça, vous saurez qu'il ne faut pas l'acheter parce que c'est de la merde. Ou alors, bah, si j'ai des résultats flagrant au bout de un mois ou de 2 semaines, ce qui serait clairement impossible, mais on sait jamais, bah là je vous ferai également un retour pour vous annoncer la grande nouvelle, mais en tout cas je suis extrêmement hypé de tester ce traitement. Et je précise tout de même que je vais continuer d'utiliser du finastéride et du minoxidil en parallèle de ce traitement, ainsi que un autre traitement que j'utilise de manière périodique qui s'appelle la stémoxydine, qui est une molécule qui fonctionne d'une manière encore différente. C'est également un stimulateur de pouce, mais elle ne fonctionne pas de la même manière que le minoxidil. La stémoxydine, lorsqu'elle entre en contact avec le cuir chevelu, elle va imiter un état d'hypoxie au niveau des bulbes, ce qui fait que ça va forcer la réactivation des bulbes qui sont en phase de régénération après une chute. Et généralement, j'utilise la stémoxydine durant les phases où j'aurai une chute saisonnière. Par exemple, je sais qu'il y a certaines périodes dans l'année où on perd plus de cheveux. Donc moi, j'aime bien utiliser la stémoxydine parce que elle me permet de réactiver ma pousse de cheveux plus tôt que ce qui serait le cas naturellement. Donc je trouve ça intéressant et je trouve ça également intéressant d'utiliser la stémoxydine dans un cas comme le mien ici où je commencerai un nouveau traitement parce que parfois un nouveau traitement, lorsqu'il fonctionne, aussi fou que ça puisse paraître, va causer une accélération périodique de la chute des cheveux, due en fait à l'action que ces traitements ont sur le bulbe en fait. Parce que ces traitements, ce qu'ils font en général, c'est que, en tout cas les anti-androgènes, ils vont prolonger la phase anagène et les cheveux qui seraient en phase télogène ou en phase de repos vont être forcés de tomber plus tôt que prévu pour pouvoir commencer une phase anagène plus saine, donc dans un état plus épais, plus sain, plus long, etc. Et donc pour forcer cette phase anagène, il faut passer par une phase de chute. Et étant donné que moi je veux raccourcir un maximum cette phase ingrate où je perds plus de cheveux, où j'ai moins de cheveux, bah j'utilise la stémoxydine pour que les bulbes qui tomberaient se réactivent plus rapidement. Alors je sais, je suis un malade, je le sais, ça devient un peu une obsession et certains, en regardant cette vidéo, se disent mais ce mec-là, il est complètement drogué, il est fou. Effectivement, on pourrait penser ça, mais je le fais d'une part parce que ben, je kiffe avoir des cheveux et j'aime avoir cette satisfaction quand je vois des repousses sur mon crâne. Je trouve ça extrêmement plaisant, ça me donne le sourire le matin. Mais surtout, je le fais pour la science, les gars. Je le fais parce que j'aime bien apporter ben, un aspect pratique aux choses que je dis dans mes vidéos. Alors effectivement, il y a certaines choses que je peux pas pratiquer de ce que je dis là parce qu'il y a certains aspects qui sont théoriques, mais je trouve ça intéressant d'avoir comme ça une vision de ce qui marche dans la réalité, en tout cas pour moi, et de pouvoir documenter ça ici avec vous. Parce que personnellement,
lorsque moi j'avais des soucis de perte de cheveux, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me parle d'une manière aussi ouverte de sa chute de cheveux et qui juste me dit ben, ce qui a marché pour lui, ce qui n'a pas marché pour lui. Et donc, ben, c'est ça que j'aimerais offrir à mes viewers. Donc voilà, c'est ma manière d'apporter un aspect concret à mon contenu en attendant d'avoir mon propre institut de recherche. Je viens de vous spoiler la suite de mes projets. Si mon contenu t'intéresse, abonne-toi, rejoins la communauté des musclés dégarnis et tu peux regarder la prochaine vidéo qui s'affiche là ou regarder la playlist qui s'affiche ici pour plus d'informations sur ce que j'ai à t'offrir sur cette chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à très bientôt.